Bonjour, bienvenue sur Africly. Africly, c'est une chaîne totalement dédiée aux littératures d'Afrique et des diasporas. Je vais me présenter, je suis Marie-Thérèse Mondombo, une grande passionnée des littératures africaines, et avec cette chaîne, je voudrais tout simplement vous partager mes coups de cœur. Alors, avant de plonger dans l'œuvre de l'autrice Emily Boom, je voudrais vous faire part de plusieurs événements. En collaboration avec la bibliothèque Hergé d'Etterbeek, j'organise 3 activités. La première activité aura lieu le samedi 25 mai de 10h à 13h. Là, nous allons créer nos carnets de voyage de la République démocratique du Congo. Le 30 mai de 18h30 à 20h, là, je vais, dans le cadre d'une causerie littéraire, je vais présenter mes coups de cœur. Et donc, dans mes coups de cœur, il s'agira de romans publiés entre 2022 et 2024. Et enfin, le jeudi 6 juin, en soirée, donc de 18h30 à 21h, là, à la bibliothèque, nous allons recevoir l'auteur Jean Boffan. Alors, pour vous inscrire, il faut s'inscrire directement via la bibliothèque. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Déjà, un tout grand merci de bien vouloir vous inscrire. Alors, Emily Boom est née en 1973 à Douala. Elle a grandi à Douala. Elle a fait des études de sciences sociales dans l'option anthropologie à Yaoundé, à l'Université d'Afrique centrale de Yaoundé plus précisément. Après, elle a complété ses études à Lille en étudiant le commerce extérieur et le marketing. Elle a d'abord occupé un premier poste à Paris et ensuite elle est retournée au Cameroun où elle a travaillé pour la filiale d'une société française. Mais c'est déjà dans son pays qu'elle découvre et qu'elle observe les fonctionnements des firmes agroalimentaires, cotonnières et forestières. Donc après ce travail au Cameroun, elle va ensuite vivre dans plusieurs pays d'Afrique. Et c'est en 2009 qu'elle va s'installer à Paris et se consacrer à l'écriture. Aujourd'hui, elle vit à Paris avec son mari et leurs 2 enfants. Emily Boom a déjà 5 romans à son actif. Donc, son premier roman a été publié en 2010. Il s'intitule Le clan des femmes. Ensuite, elle a publié en 2012 Si d'aimer, qui a obtenu le prix Ivoire. Après, elle a publié Les Maquisards en 2015. Et Les Maquisards, pour ce roman, Emily Boom a obtenu le Grand Prix Afrique. Et ça, c'est un roman que je n'ai pas encore lu, mais il est vraiment sur ma liste parce qu'il retrace le combat des indépendantistes camerounais. Oui, je voudrais signaler aussi, et ça je mettrai en barre de description, que l'histoire du Cameroun est tout à fait passionnante. Et coïncidence, il y a quelques jours, il y a un YouTuber qui raconte les histoires des différents pays d'Afrique. Donc ce YouTuber s'appelle Mister Arès, il faut vraiment le suivre. Et il y a 2-3 jours, il a publié l'histoire du Cameroun. Ça, c'est tout à fait passionnant. Je vous recommande vraiment de suivre Mister Arès. Je mettrai aussi l'information en barre de description. Ça, c'était une petite parenthèse, donc juste pour expliquer pourquoi je voulais absolument lire Les Maquisards. Alors, ensuite, elle a publié en 2019 Les jours viennent et passent. Là, c'est un roman qui a obtenu le prix Kuruma en 2020. Et après, ça sera le roman dont on va parler maintenant, le rêve du pêcheur en 2024. Et elle a été aussi, oui, co-auteure d'un livre avec 12 autres autrices, d'un livre intitulé Volcanique, une anthologie du plaisir. Et ce livre, c'était sous la direction de Leonora Miano en 2015.
Voilà un peu en ce qui concerne sa bibliographie. Alors, Le rêve du pêcheur est un livre que j'ai véritablement adoré. Il est assez facile et agréable à lire. On s'y plonge vraiment assez vite, hein. Et une fois en fait, on va suivre moi j'appelle ça une saga familiale, hein. C'est une histoire familiale où on va suivre une famille sur plusieurs générations. Mais une fois qu'on commence ce livre, eh ben, vraiment, on ne le lâche plus. Alors, dans Le rêve du pêcheur, au départ, c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire du pêcheur. Le pêcheur s'appelle Zacharias. Donc, Zacharias vit à Campo. Campo, qui est un village de pêcheurs, qui est un véritable petit coin de paradis. Zacharias y vit avec Yalena, sa femme, et ses deux filles, Dorothée et Myriam. Ils mènent plutôt une vie paisible. C'est une famille unie, c'est un couple uni, c'est un couple amoureux aussi. Et progressivement, sans qu'on s'en rende compte au départ, ce village va changer, hein. Donc, il va d'abord avoir une compagnie de pêche qui va arriver et qui va proposer aux pêcheurs des contrats. Il va dire, ben voilà, vous travaillez pour moi, on a un contrat, vous avez un salaire fixe. Et en plus, voilà, cette compagnie a un magasin en ville. Vous pouvez acheter ce que vous voulez et vous aurez droit aussi à des crédits, à des taux très intéressants. Et oui, c'était assez intéressant parce que les pêcheurs, ils gagnaient bien leur vie. Donc, il n'y avait pas de soucis à ce niveau-là. Mais Zacharias, lui, était très enthousiaste face à ces changements, face à son nouveau contrat, à la vie qu'il avait, aux objets qu'il acquérait. Mais sa femme, il y avait toujours une sorte de... Sa femme était moins positive. Donc, il partageait pas du tout la même vue, hein. C'était pas clairement dit, mais on aurait dit qu'elle avait comme un pressentiment. Et là où c'est vraiment flagrant, voilà, je vais vous lire un extrait ici où on voit que Zacharias et sa femme ne partagent pas la même vision face à ces changements qu'apporte cette nouvelle compagnie. Zacharias introduisit dans leur quotidien des objets nouveaux, des choses dont ils s'étaient jusqu'alors passés. La pirogue était le moyen de transport traditionnel des pêcheurs. Yalana ne comprit pas pourquoi Zacharias décida de s'offrir une moto pour rallier Campo à Kribi. Le jour où il revint sur sa moto, son regard brillait exactement de la même excitation que celle des petites lorsqu'il rapportait une de ces étranges poupées aux longs cheveux blonds ou toutes sortes de friandises. Zacharias allait aux réunions de la coopérative et n'en revenait jamais les mains vides. Avant, son époux rapportait du poisson et Yalana trouvait qu'il ne leur en fallait pas davantage. Lorsque les petites reconnaissaient le bruit de son moteur au loin, prirent l'habitude de l'attendre au bout de la rue en hurlant « Papa, qu'est-ce que tu nous apportes » ou « Papa, tu as pensé aux bonbons ?» Elle se dit confusément que cela ne lui convenait pas, sans parvenir à nommer ce qui lui déplaisait. Donc oui, on peut dire qu'elle a, voilà, comme si elle avait une sorte d'intuition. Mais bon, voilà, jusque-là, donc au début, donc le village était tout à fait ravi du changement apporté donc par ces sociétés. Mais un jour, voilà, et à partir de ce moment-là, donc moi je pense que ce moment marquait le changement un peu irréversible du village. C'est le moment où cette société a décidé de travailler avec des chalutiers. Donc au départ, ils ont présenté ça
aux pêcheurs comme, voilà, comme une évolution plutôt positive et que leur travail et que leur salaire n'allaient pas changer. Mais progressivement, on va voir que ben, les pêcheurs vont dans un premier temps, ils ne seront même plus capables d'avoir du poisson, pourront même plus se les payer et ils vont progressivement rentrer dans la misère parce qu'ils vont de moins en moins de moins en moins avoir l'occasion de pêcher, de moins en moins avoir de salaire, mais le côté pervers de la chose, c'est que les crédits devront continuer à être payés. Et donc là, forcément, ça a impacté la famille, ça a impacté le moral de Zacharias qui décide un jour d'aller rendre les objets au magasin. Hein, d'autant plus que certains objets sont restés comme ça, intacts et n'ont jamais été ouverts parce que Yalana n'en voyait pas très bien l'utilité. Et Zacharias va se rendre donc dans ce magasin. Et quand il arrive dans ce magasin, eh ben, rien ne se passe tout à fait comme prévu. Alors j'ai oublié de préciser, dans la construction du livre, on suit tantôt la vie de Zacharias, le grand-père, et on suit tantôt la vie de Zacharie qui est le petit-fils. Donc moi là, je vous ai expliqué donc la vie à Campo, mais dans la construction du livre, c'est bien tantôt l'un, tantôt l'autre. Alors maintenant, je vais vous expliquer donc la vie de l'autre personnage central du livre, Zacharie. Donc on va dire Zach pour ne pas faire de confusion. Donc le petit Zach, on le retrouve, là, quand il apparaît dans le livre, on le retrouve à Newbel. Newbel est un quartier populaire de Douala. C'est un quartier difficile. Et là, on le retrouve qui vit avec sa mère, Dorothée qui est la fille aînée du pêcheur Zacharias. Alors, ils vivent dans des conditions difficiles, dans un appartement exigu. Dorothée se prostitue et Dorothée est alcoolique. Alors, si dans l'enfance, le petit Zach ne comprend pas très bien ce que fait sa mère et qu'ils ont plutôt une bonne relation au fur et à mesure, à l'adolescence, tout cela va un peu changer, va même radicalement changer parce que Zach va décider d'aller vivre avec son ami Achille, dans la famille d'Achille, où il sera reçu comme un fils de la famille. Donc Achille, c'est son meilleur ami qu'il a rencontré à l'école. Et justement, à l'école, Zach est bon élève, ce qui n'est pas le cas d'Achille qui, à l'adolescence, arrête l'école, mais Zach continue et il obtient le bac. Alors, son ami Achille, pour gagner sa vie, il vend au marché. Zach, quand il a son diplôme, ça ne change pas grand-chose à sa situation et il va vendre au marché avec son ami. Et là, déjà, il commence à commettre des petits larcins à gauche, à droite. Enfin, ils se débrouillent comme ça tous les deux. Jusqu'au jour où il y a une discussion entre eux et Zach se fait aussi cette réflexion que finalement, il arrive un moment où les jeunes se rendent compte que, études ou pas, il n'y a pas grand-chose qui leur est offert. Et c'est là que va germer dans la tête de deux amis l'idée de faire un coup. Alors de faire un grand coup. Hein. Jusque-là, voilà, ils volaient comme ça à gauche à droite au marché tout en vendant, mais là, ils ont décidé de voler beaucoup d'argent à une dame, chez une dame qu'ils connaissaient. Alors le coup est bien, voilà, bien préparé. Et le jour où ils passent à l'action, évidemment, rien ne se passe comme prévu et Zach doit fuir. Il fuit où? Il fuit à Paris, où il entame des études de psychologie. Voilà, au départ, il est plutôt positif hein, de son arrivée à Paris. Il a quand même un certain succès auprès des femmes. Il a même une copine d'origine antillaise, Maëlle. Et là, il va faire, grâce à Maëlle, il va faire des découvertes. Donc, dans les découvertes, il y a notamment ici le racisme. Donc là, il y a 3 lignes concernant ça.
Donc il disait le racisme que lui n'était pas très conscient de ça. Donc voilà. Les amis de Maël étaient tous capables de se souvenir de la première fois où ils avaient été confrontés au racisme et avaient compris qu'être noir était un problème. Donc lui, il n'avait pas du tout ça dans la tête, et c'est en allant à Paris et en côtoyant Maël qui va prendre un peu conscience de ces situations. Alors il y a l'autre chose aussi, il va aussi se rendre compte que toute une partie, tout un aspect culturel, tout ce qui concerne la négritude, la culture, oui, la culture littéraire et musicale africaine, que Maël, ses amis et sa famille, eux, ils étaient vraiment très au courant de ça. Et sa rencontre avec Maël et la famille de Maël vont lui offrir cet apport aussi. Alors là, je trouve que, oui, là, il y a quelques lignes de la page 26 et 27 que j'ai compilées, qui sont vraiment très parlants, quoi, parce que ça montrait que lui, venant du continent, il y avait tout un bagage concernant le continent africain qu'il n'avait pas. Alors, donc là, il raconte quand il est invité une première fois à dîner chez son ami Maël. Sauf à la BU de la fac, je n'avais jamais vu autant de livres avant d'aller chez eux. Après mon premier dîner dans leur appartement, je me suis précipitée à la bibliothèque. Chamoiseau, un tas de livres. Par quoi commencer? Texaco, prix Goncourt 1992. Il doit être bien celui-là. Je vais partir de là. Tant de livres, la tâche me semblait presque insurmontable. Je ne m'étais pas contentée de Chamoiseau et Glissant. J'avais lu Aimé Césaire et Raphaël Confiant. Ah, au dîner suivant avec sa famille, j'arrivais plein de sciences toutes neuves. Devant les siens, je pérorais sur le tout-monde, la créolité, et le père de Maël disait « Ces notions à elles toutes seules sont insuffisantes pour dire la complexité du vécu des Noirs à travers les âges et les géographies. » J'acquiesçais en essayant de donner à mon regard une expression intelligente, tandis que mon esprit s'affolait. En un argument, il sapait des nuits fiévreuses de marathon littéraire. Combien d'auteurs allais-je devoir lire pour espérer combler le puits sans fond de mon ignorance? Et s'il y avait eu que la littérature, que dire de la musique, parce que les soirées étaient invariablement accompagnées de musique. Quand on me demandait « Zach, qu'est-ce qui se danse à Douala en ce moment ?» Je pouvais une fois parler de Manu Dibango et de Francis Bébé, qu'ils avaient l'air de connaître mieux que moi. Voilà, donc ça, je trouvais ça assez intéressant comme extrait. Donc là, c'est les choses que Zach découvre en étant à Paris. Il réussit bien ses études, il est bien inséré, il trouve un bon poste et dans son travail, il s'est spécialisé dans le suivi d'enfants et dans son travail, on lui confie les enfants issus de l'immigration. Donc il y a deux choses très importantes que j'ai oublié de dire, c'est que Dorothée, la maman de Zach, ne lui a jamais parlé de son passé à Campo. Zach ne connaît pas son père. Et donc, Zach, il vit à Paris en occultant un peu tout ce passé. Hein. Mais un jour, il va suivre un patient nommé Sunday. Et ce patient, pour voilà, il y a toute une série d'événements, de problématiques qui se passent, ce patient finit par se suicider. Et là, tout lui revient, toutes les questions auxquelles il pensait un peu échapper quant à son passé, lui reviennent. Et là, voilà, je ne vais pas tout dévoiler ici, mais moi, j'ai trouvé ce livre vraiment passionnant. Ce livre est traversé par des situations dramatiques, mais je trouve qu'à la fin, c'est un livre
Et ça, on découvre ça vraiment à la fin. C'est un livre résolument optimiste et très positif. Je voudrais vous partager voilà, une page où il y a une réflexion sur l'exil. Personne ne devrait partir de chez lui comme Sunday et moi. Couper tous les ponts, larguer les amarres et ne plus pouvoir revenir en arrière. Nous ne devrions pas avoir à avancer sans repère, sans protection, nous délester de tout ce que nous avons été, s'arracher à soi en espérant germer dans une nouvelle terre. Ceux qui ont ce privilège voyagent l'esprit léger. Ils partent de leur plein gré, sachant qu'ils peuvent revenir quand bon leur semble. Nos périples à nous ne prévoient aucun retour. Nous ne sommes pas des voyageurs, mais des exilés. L'exil est un bannissement et une mutilation. Il y a là quelque chose de profondément inhumain. Quel que soit le danger que l'on fuit et le soulagement de s'en éloigner, chacun mérite de garder quelque part en lui l'espoir d'un retour. On va retourner au début du livre, vraiment dans les toutes premières pages, où il y a une exergue qui renvoie à la chanson de Johnny Clegg and Savuka, intitulée Scattering of Africa. Alors, il y a quelques lignes en anglais issues de cette chanson. Et j'ai retrouvé une interview de Emily Boom où justement on l'interroge sur ce choix. Alors voici sa réponse. Dans cette chanson, Johnny Clegg rend hommage aux enfants dispersés de l'Afrique. Ceux qui, de par le monde, n'ont jamais cessé de chercher le chemin qui les ramènera à la terre-mère. Elle dit le rêve qu'un jour, en provenance des 4 coins de l'horizon, nous retrouvons notre lopin de terre promise. Elle m'a semblé répondre à la quête de mes personnages. Donc voilà. Là elle explique le choix qu'elle a fait. Et pour conclure ce podcast, j'aimerais aussi finir par les mots d'Emily Boom qu'elle a, des mots que j'ai trouvés dans une interview qu'elle a donnée, je pense, pour Jeune Afrique, donc concernant toujours ce livre, Le rêve du pêcheur. La plupart des Africains qui ont quitté leur village pour s'installer en ville veulent ensuite partir plus loin, persuadés que l'herbe est plus verte ailleurs. Or, la vie nous enseigne que l'herbe est plus verte là où on l'arrose. Voilà, je voulais terminer donc ce podcast sur le rêve du pêcheur, sur les mots d'Emily Boom. Donc j'espère que ça vous a donné l'envie de plonger aussi dans le rêve du pêcheur. Et je viens de voir que ce livre est dans les coups de cœur de la librairie Filigrane et il est aussi le livre le plus vendu du moment. Donc voilà, je vous souhaite donc une belle fin de semaine et un bon démarrage lundi. À bientôt. Et encore un tout grand merci d'avoir écouté ce podcast.